Et pourtant, un cilice, chaque lever du soleil et coucher du soleil, et portant un cilice, eh bien, mesdames et messieurs, c'est un fait historique. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé. Ainsi, en un seul et même temps, il y avait deux chefs de l'ordre, chacun occupé à raconter à ses propres partisans que lui et lui seul était Dieu. Était Dieu. Hassan en Perse, Sinan en Syrie. Chaque légion de tueurs commandés consacrés, tous engagés par serment à suivre son chemin. Quand Mohammed II mourut, il fut remplacé par son fils, Jalal-ad-Din, qui renversa complètement les ordres que les assassins avaient de n'avoir aucune autre observance extérieure religieuse. Vous voyez, il sentait qu'il pouvait faire beaucoup en adoptant le manteau de la piété orthodoxe et envoya des ambassadeurs loin pour annoncer sa maintenance de la vraie foi. Il alla jusqu'à maudire ses prédécesseurs au public, afin de convaincre les incrédules qu'un peuple tel que les assassins pourrait tourner une nouvelle feuille de route. En conséquence de ce qu'on appelait aujourd'hui un plan de propagande à long terme et global, qu'on appellerait aujourd'hui, il était reconnu comme un chef religieux par la moitié des monarques orthodoxes de l'islam, et le premier assassin à être aussi stylisé, enfin à être appelé prince Jalal-ad-Din. Jalal-ad-Din mourut en 1203, après 12 années de leadership de la secte, la remettant à Aladdin, ou Aladdin. Et vous pensiez que c'était juste une histoire romanesque, n'est-ce pas? Aladdin, un enfant de 9 ans, faible, inefficace, stupide, Aladdin fit une petite marque dans l'histoire, sauf dans les contes classiques de l'Arabie, les Mille et une nuits arabiennes, car Aladdin, dans les Mille et une nuits arabiennes, est Aladdin, le chef des assassins. On dit que son activité principale était de garder les bêtes, auxquelles il était passionnément attaché, et il avait même une petite cabane construite dans une bergerie, où il passait la plupart de son temps. Aladdin était extrêmement cruel, malgré le contact avec les moutons, et continua à terroriser à la mode honorée par le temps toute personne, grande ou petite, qui ne rendait pas hommage ou coopérait avec l'organisation. Et encore aujourd'hui, les personnes au pouvoir qui sont en contact avec des moutons la plupart du temps, en fin de compte, se révèlent être pareils. Et nous savons tous qui sont le sheeple, n'est-ce pas? Les mains des assassins, les oreilles et les yeux étaient partout. Une fois pleinement engagé, un homme pouvait être envoyé à un endroit un millier de milles plus loin, pour s'installer et y vivre, attendant le moment où les ordres venaient à lui de Halamout, de s'acquitter de son destin fatal, et en attendant, fournir l'intelligence au siège central des assassins. On raconte l'histoire de la cour du Shah de Khwarizm. Ainsi, l'ambassadeur Smaili passa quelque temps avec le vizir. Un jour, après un banquet splendide, lorsque le vin qu'il avait bu en violation à la loi leur monta à la tête, l'ambassadeur dit au vizir par le biais de la confiance qu'il y avait parmi les Ismaéliens plusieurs pages, des palefreniers, des gardes et autres personnes qui étaient immédiatement sous le sultan. Le vizir, consterné et en même temps curieux de savoir qui étaient ces agents dangereux, pria l'ambassadeur de les lui faire remarquer, lui donnant sa serviette comme un gage qu'aucun mal ne leur arriverait. Instantanément, sur un signe de l'envoyé, 5 des personnes qui étaient préposées dans la chambre s'avancèrent, avouant eux-mêmes être des assassins dissimulés. Un tel jour et à telle heure, déclara l'un d'eux, un Indien, au vizir, je pourrais vous avoir tué sans être vu ou puni. Et si je ne l'ai pas fait, c'est uniquement parce que je n'avais pas l'ordre
de mes supérieurs. Le vizir, bien sûr, supplia pour sa vie, mais la parole obtint le sultan, qui ordonna que les assassins soient arrêtés et brûlés vifs, et les 5 chambellans furent jetés sur le bûcher en flammes, où ils moururent exultants d'être trouvés dignes de souffrir au service du grand cheikh de la montagne. Si puissante était leur dévotion au culte. Les assassins eurent le dernier mot, car une ordonnance arriva tout de suite auprès d'Alamout, que le Shah devait payer 10 000 pièces d'or à titre de compensation pour chaque homme tué, ce qu'il fit, ou soit tué lui-même. Une autre activité subsidiaire qui plaisait aux assassins était de tenir captifs dans Alamout des personnages utiles, rares et distingués qui pourraient leur être utiles dans les sphères éducatives, militaires ou autres. L'un était un médecin et autre un astronome célèbre, un tiers de plus grands peintres de la Perse, qui travaillait à l'ordre du chef seul. La fin d'un chapitre était proche, car les ordres mongols, sous Halaku, lieutenant de Chingiz, détruisaient régulièrement toute la civilisation de l'islam qui se trouvait dans leur chemin vers l'ouest inexorable. Rukneddin, fils d'Aladin, lui succéda et essaya d'abord de tourner la marée mongole. Après une série de rencontres, de batailles rangées, d'intrigues et de contre-intrigues, Rukneddin était pris. Il joua pour gagner du temps, tant que possible, et fut finalement assassiné, dans son propre tour, par les hommes du chef mongol victorieux. Le pouvoir assassin en Perse était brisé, et ceux qui restaient des membres reçurent l'ordre, on ne sait par qui, de cacher leur foi et attendre un signal que le culte était en pleine opération à nouveau. Alamout fut réduit au silence, et le siège syrien resta seul. Et si ce n'avait pas été du refus des rois chrétiens en Europe d'envoyer des ambassadeurs pour faire un traité ou une nouvelle croisade avec les hordes mongoles, alors tout l'islam aurait été décimé. Mais ce ne fut pas ainsi, et elle ne le fut pas, car les rois chrétiens, même s'ils auraient aimé retrouver leur place au Moyen-Orient, avaient leurs propres problèmes et ignoraient les émissaires mongols. Cela prit un long temps avant que le sultan Mamelouk d'Égypte fût en mesure de surmonter la poussée mongole. En 1260, cependant, il porta les bannières de l'islam victorieusement contre eux et restaura la forteresse d'Alamout et d'autres propriétés aux assassins, qui survivaient fortement en secret. Ils constatèrent rapidement qu'ils avaient échangé un maître pour un autre, car les Égyptiens les utilisaient maintenant à leur propre fin, et les obligeaient à subir une nouvelle initiation, celle des anciens mystères égyptiens de Babylone. Ban Batuta, le grand voyageur du XIVe siècle, les trouva bien ancrés dans leurs anciennes places fortes, utilisées comme les flèches du sultan d'Égypte, avec laquelle il atteint ses ennemis. La suppression supposée de la croyance qui suivit l'invasion mongole n'a pas effectivement eu lieu. Se copiant l'un l'autre, les historiens ont affirmé que l'assassinisme est mort il y a 600 ans. Rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Maintenant, et encore, cependant, de nouveaux faits de leur existence continuent encore de venir à la lumière. Au XVIIIe siècle, un Anglais, le consul britannique de Alep en Syrie, tenu à ce que cela soit mieux connu. Certains auteurs affirment, écrit-il, que ces gens furent entièrement extirpés au XIIIe siècle par les Tartares. Mais moi, qui ai vécu si longtemps dans ce lieu infernal, se risque à affirmer que certains de leurs œufs existent encore dans les montagnes qui nous entourent, car rien n'est si cruel, barbare et exécrable qui n'est pas acté et même glorifié par ces maudits assassins. Je citais bien sûr Alep.
Les assassins étaient dispersés dans toute l'Asie. La hausse des Thugs, la société secrète de l'assassinat de l'Inde, suivit l'invasion mongole de la Perse. En effet, au moins l'un des signaux de reconnaissance Thugs, comme bandit en anglais, Ali Bhai Salam, indique des salutations à Ali, le descendant du prophète le plus fortement vénéré par les assassins. Les Ismaéliens ne reconnaissaient pas tous les chefs, résidant dans des endroits aussi loin que la Malaisie, l'Afrique de l'Est et le Ceylan, Sri Lanka. Ils ne sentiraient pas nécessairement qu'ils sont des assassins dans le même sens que les extrémistes qui suivaient les vieux sheikhs de la montagne, mais au moins certains d'entre eux vénèrent les descendants des seigneurs d'Alamut à la mesure de la déification. La phase moderne de l'ismaélisme date à partir de 1810, lorsque le consul français à Alep constata que les assassins en Perse reconnaissaient comme leur chef d'inspiration divine en descendant réputé du quatrième grand maître d'Alamut, qui vivait alors à Keik, un village entre Ispahan et Téhéran. Ispahan et Téhéran. Ce Shah Khalilullah était vénéré presque comme un dieu et crédité avec le pouvoir de faire des miracles. Les adeptes de Khalilullah se seraient, quand il coupait ses ongles, battus pour les tailles. L'eau dans laquelle il se lavait devenait de l'eau bénite. La secte prochaine apparaît au regard du public par un événement bizarre. En 1866, une affaire de droit fut décidée à Bombay. Il y a dans cette ville une grande communauté d'hommes d'affaires connue sous le nom de Khojas. Un Perse, le dossier nous dit Aga Khan Mehalati, ou un natif de Melat, un lieu situé à proximité de Keik, avait envoyé un agent à Bombay pour réclamer aux Khojas le tribut annuel qu'il lui devait, et au montant d'environ 10 000 l'argent, la monnaie qu'il y avait en ces temps-là. La revendication fut résistée et le tribunal britannique fut interpellé par Aga Khan. Oh, le montant était d'environ 10 000 livres. Sir Joseph Arnold enquêta sur sa demande. L'Aga prouva son pedigree, montrant qu'il est descendu en ligne directe à partir du quatrième grand maître d'Alamut, et Sir Joseph déclara qu'il s'est avéré, et il fut également démontré par le procès que les Khojas étaient membres de l'ancienne secte des assassins, secte à laquelle ils avaient été convertis 400 ans avant par un missionnaire ismaélite qui composa une œuvre qui est restée le livre sacré des Khojas. Dans la première guerre d'Afghanistan, le Aga Khan d'alors constitua une force de cavalerie légère pour les forces britanniques. Pour cela, il reçut une pension. Hitti, dans son Histoire des Arabes, note, page 448, 1951, édition, que la secte des assassins, connue sous les Khojas ou les Malwas, donnait plus d'un dixième de leur revenu à l'Aga Khan, qui passe le plus clair de son temps en tant que sportif entre Paris et Londres. L'influence de